À Dakar, cette semaine-là, quelque chose se brisait aussi. Pas une arrestation, pas un faux certificat, quelque chose de plus silencieux, mais peut-être encore plus profond. L'alliance la plus scrutée, la plus espérée, la plus symboliquement chargée de toute l'Afrique de l'Ouest venait de se fissurer de l'intérieur. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Les deux hommes qui avaient promis ensemble une rupture totale avec le système. Les deux hommes qui avaient diamant dit non aux vieilles pratiques, non à la servitude volontaire, non au pouvoir qui se perpétue en servant d'autres intérêts que ceux du peuple. Ces deux hommes-là venaient de se séparer. Et dans la diaspora africaine, dans les cercles politiques sénégalais, dans les réseaux qui suivent de près ce qui se passe à Dakar, la lecture dominante était celle-ci. Sonko est le vrai, Faye a trahi. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça? Avant de répondre, regardons d'abord les faits. Faye a renvoyé Sonko de son poste de Premier ministre. Il a nommé un nouveau chef de gouvernement. Il s'est tourné vers le Conseil constitutionnel concernant la place de Sonko à l'Assemblée nationale. Des démissions ont suivi. La fracture est réelle. Elle est publique. Elle est profonde. Et pourtant, l'histoire intérieure de cette rupture est encore en train de s'écrire. Nous ne savons pas encore ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses. Nous ne savons pas ce qui a été dit dans les réunions fermées, ce qui a déclenché le point de non-retour. Ce qui a fait que deux hommes qui se disaient frères politiques en sont arrivés là. Ce que nous savons, c'est que le Sénégal aussi pose en ce moment la même question fondamentale que le Burkina Faso. La même question que tout le continent. Qui détient réellement le pouvoir? Et quand les caméras s'éteignent, qui ce pouvoir sert-il vraiment? Ces deux histoires, Ouagadougou et Dakar, semblent raconter des choses différentes. Une révolution militaire dans un pays en guerre. Une démocratie électorale en train de gérer une rupture politique interne. Mais au fond, elles posent la même question. Sous des drapeaux différents, avec des personnages différents, dans des contextes historiques différents, mais la même question. Et cette question traverse tout le continent en ce moment. Elle traverse Bamako, elle traverse Niamey, elle traverse Bangui, elle traverse chaque capitale africaine où quelqu'un a pris le pouvoir en promettant de faire différemment de ceux qui l'ont précédé. Parce que la promesse de faire différemment, c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à tenir. Surtout quand le pouvoir commence à peser. Surtout quand les ennemis se multiplient. Surtout quand les ressources se manquent et les urgences s'accumulent. C'est là que le caractère d'un dirigeant se révèle vraiment. Pas dans les discours de victoire, dans les décisions impossibles. Revenons au Burkina Faso et à une question que j'ai posée dans la première partie, mais à laquelle je n'ai pas encore répondu complètement. Pourquoi cette loi sur les affaires religieuses maintenant? La réponse officielle, tu la connais. Combler un vide juridique. Réaffirmer la laïcité constitutionnelle. Réguler la construction de lieux de culte. Lutter contre les nuisances sonores. Prévenir les discours de haine. C'est la réponse propre, raisonnée, défendable. Mais il y a une autre couche. Une couche que les observateurs sérieux du Sahel ne peuvent pas ignorer. L'insurrection qui ravage le Mali, le Burkina et le Niger n'est pas seulement une guerre armée. C'est aussi une guerre idéologique. Les groupes qui combattent dans la brousse ne recrutent pas seulement par la force. Ils recrutent par le récit, ils proposent une histoire. L'État vous trahit, l'État vous méprise, l'État travaille pour des étrangers qui n'ont aucun respect pour votre foi et votre identité. Rejoignez-nous. Nous défendons vraiment qui vous êtes. Ce récit est puissant. Précisément parce qu'il contient une part de vérité historique. Des décennies de politique coloniale et néocoloniale ont en effet laissé des traces. Des décennies d'États qui parlaient de développement mais servaient d'autres intérêts ont en effet créé une méfiance légitime. Et quand on commence avec une partie de vérité, le mensonge qui suit glisse beaucoup plus facilement. Dans ce contexte, un gouvernement révolutionnaire qui se bat pour reprendre le contrôle de son territoire ne peut pas prétendre que le terrain idéologique n'existe pas. Il ne peut pas gagner la guerre militaire en perdant la guerre des récits. C'est impossible. L'histoire du Sahel de ces 20 dernières années le prouve tragiquement. Donc, il y a une logique réelle dans l'idée d'encadrer l'espace religieux. Une logique que l'on peut défendre sérieusement. Pas en termes de répression de la foi, mais en termes de contrôle souverain de l'espace public dans un pays en guerre. Mais, et c'est le mais qui change tout, cette logique, aussi réelle soit-elle, doit être expliquée. Elle doit être communiquée. Elle doit être partagée, discutée, débattue avec les acteurs religieux eux-mêmes. Pas dans les journaux officiels que personne ne lit, dans les mosquées, dans les associations, dans les espaces où la confiance se construit ou se perd. Parce que la vérité que toute révolution doit accepter, c'est celle-ci. Tu ne peux pas gouverner des gens dont tu as perdu la confiance. Tu peux les contrôler, tu peux les discipliner, tu peux les forcer à obéir. Mais gouverner dans le sens profond du terme, amener un peuple à se construire collectivement autour d'un projet commun, ça demande de la confiance. Et la confiance ne se décrète pas, elle se gagne, chaque jour, dans chaque décision, dans chaque moment où tu aurais pu te taire mais tu as expliqué,
Dans chaque moment où tu aurais pu agir dans l'ombre, mais tu as agi à la lumière. Le silence sur les charges contre Kindo n'est pas une stratégie de communication, c'est un échec de communication. Et dans un pays en guerre, dans un monde hyper connecté, où le faux document circule en 10 minutes et où la vérité court derrière pendant des heures, cet échec coûte cher, très cher. Maintenant, parlons d'une chose que personne ne veut dire trop fort. Parlons de l'argent. Parlons des intérêts. Parlons de qui bénéficie de l'instabilité au Sahel. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la géopolitique élémentaire. Le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré a fait quelque chose que peu de pays africains avaient osé faire aussi frontalement. Il a demandé aux forces militaires étrangères de quitter son territoire. Il a rompu avec des décennies d'accords de défense qui maintenaient des troupes étrangères sur le sol burkinabé. Il a cherché d'autres partenaires. Il a revendiqué sa souveraineté non pas comme un slogan, mais comme une politique concrète. Cela a des conséquences. Des conséquences économiques, des conséquences diplomatiques, des conséquences stratégiques. Quand un pays africain riche en ressources, minières, agricoles, géographiquement stratégiques, décide de réécrire les termes de ses relations avec les grandes puissances ne restent pas passives. Elles ne publient pas un communiqué disant « Très bien, bonne chance, on vous laisse tranquille ». Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde réel. Donc quand tu vois un faux document soigneusement fabriqué être lâché au moment le plus précis possible pour provoquer une explosion sociale au Burkina Faso, la première question que tu dois te poser n'est pas émotionnelle. Elle est analytique. Qui a les moyens de produire ça? Qui a les réseaux pour le diffuser aussi efficacement? Qui bénéficie de l'instabilité qui aurait suivi si ça avait marché? Ces questions ne te donnent pas une réponse certaine. Je ne vais pas te donner un nom. Je n'ai pas de preuves. Et je ne te vendrai pas une histoire que je ne peux pas défendre. Mais ces questions méritent d'être posées. Elles méritent d'être posées publiquement, sérieusement, sans hystérie, mais sans naïveté non plus. Parce que l'innocence naïve dans la géopolitique du Sahel n'est pas de la vertu, c'est de la vulnérabilité. Parlons maintenant de quelque chose d'aussi important mais moins visible. Parlons de la façon dont l'information circule. Parlons de l'écosystème médiatique dans lequel cette histoire s'est déroulée. Le premier récit à arriver n'est presque jamais le vrai récit. C'est une loi de l'information à l'ère des réseaux sociaux. Pas parce que les gens mènent délibérément, pas parce que tout le monde est de mauvaise foi, mais parce que la structure même des plateformes favorise la vitesse sur la précision, l'émotion sur la vérification, le choc sur la nuance. Quand le faux certificat de décès de Kindo a circulé, il a bénéficié de toutes les forces qui rendent les réseaux sociaux si puissants et si dangereux en même temps. Il était visuellement convaincant. Il était émotionnellement chargé. Il arrivait au moment où les esprits étaient déjà échauffés. Il confirmait ce que beaucoup avaient déjà peur de penser. Et la vérité? La vérité était lente. Elle devait attendre que le procureur général prenne le temps de communiquer officiellement. Elle devait courir après le mensonge dans un sprint qu'elle avait perdu d'avance. C'est ça, la réalité du monde informationnel dans lequel nous vivons. Et comprendre cette réalité, c'est comprendre pourquoi la prochaine fois que tu vois quelque chose de choquant circuler en masse et très vite, la réponse rationnelle n'est pas de le partager immédiatement. La réponse rationnelle est de l'observer, de chercher d'autres sources, de te demander ce qui manque dans ce tableau, de résister à l'envie de réagir avant d'avoir compris. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la responsabilité. Parce que chaque fois que tu partages un faux document, même avec les meilleures intentions, tu deviens un maillon dans la chaîne de l'opération d'influence. Tu travailles gratuitement pour quelqu'un dont tu ne connais pas le nom et dont les intérêts sont peut-être exactement opposés aux tiens. Voilà l'enjeu réel de cette histoire. Maintenant, donnons-nous le temps de regarder la réaction du peuple burkinabé lui-même. Parce que c'est là que quelque chose de remarquable s'est passé. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso aurait pu choisir la rage. Elle aurait pu appeler à la mobilisation. Elle aurait pu faire exactement ce qu'un certain nombre de voix extérieures espéraient la voir faire. Au lieu de ça, elle a appelé au calme. Elle a demandé à ses fidèles de résister aux rumeurs. Elle a choisi la responsabilité sur l'émotion. Ce geste est énorme. Ce geste dit quelque chose de profond sur la maturité de cette institution, sur sa compréhension du moment historique que traverse le pays, sur sa capacité à distinguer entre ce qui nourrit la foi et ce qui nourrit le chaos. Ce geste mérite d'être salué, non pas parce que se taire face à une injustice est une vertu en soi, mais parce que dans ce contexte précis, au moment précis où quelqu'un voulait déclencher une explosion, choisir la retenue était un acte de résistance. Une résistance intelligente, une résistance qui a peut-être sauvé des vies. Et maintenant, la question légitime, est-ce que cela signifie que l'arrestation était juste? Non. Ces deux choses ne sont pas liées. La sagesse de la Fédération, en répondant au moment de la crise, ne valide pas automatiquement la décision du gouvernement d'arrêter l'imam en silence, sans communiquer les charges, à la veille de la Tabaski. Une chose peut être vraie sans que son contraire soit faux. La Fédération peut avoir eu raison d'appeler au calme. Et le gouvernement peut avoir eu tort de créer une situation dans laquelle cet appel au calme était nécessaire. Tenir les deux en même temps, c'est ça, l'analyse.
C'est refuser la simplicité des camps. C'est refuser de choisir entre Traoré est un héros et Traoré est un dictateur quand la réalité est plus complexe, plus nuancée et finalement plus intéressante que ces deux caricatures. Parlons maintenant de la dimension régionale. Parce que le Burkina Faso n'est pas une île. Ce qui se passe à Ouagadougou résonne à Bamako. Ce qui se passe à Dakar affecte la perception de ce qui se passe à Niamey. Ces pays partagent une histoire, une géographie, des communautés frontalières, des flux migratoires, des enjeux de sécurité communs. Ils partagent aussi, en ce moment précis, une même ambition. Exister sur leurs propres termes dans un monde qui a longtemps décidé pour eux. Cette ambition est légitime, elle est compréhensible. Elle est même nécessaire si l'on croit que la souveraineté réelle, pas la souveraineté symbolique, pas la souveraineté de papier, mais la souveraineté qui s'exerce dans les décisions concrètes qui affectent la vie quotidienne des gens, est un bien politique fondamental. Mais la souveraineté réelle exige quelque chose en retour. Elle exige la compétence. Elle exige la transparence. Elle exige que les décisions prises au nom du peuple le soient effectivement au service du peuple et pas au service des intérêts de ceux qui tiennent le pouvoir. Ce n'est pas une critique importée de l'extérieur, c'est la condition interne de toute légitimité, quelle que soit la constitution, quel que soit le système, quel que soit le drapeau. Un pouvoir révolutionnaire qui se dit avec le peuple doit se mesurer à cette exigence. Pas à la fréquence des élections, pas à la présence de partis politiques, mais à cette question simple, les décisions qui se prennent ici servent-elles les gens qui vivent ici ? Et pour répondre à cette question honnêtement, il faut du temps. Il faut des données, il faut une information libre, il faut des voix capables de dire la vérité au pouvoir sans risquer leur liberté. C'est là que la question de Kindo devient symbolique au-delà de sa propre personne. Ce n'est pas seulement la liberté d'un imam qui est en jeu. C'est la question de l'espace laissé aux voix critiques dans une révolution. C'est la question de savoir si critiquer une loi, fût-elle sur les affaires religieuses, est encore possible au Burkina Faso. Et cette question, encore une fois, ne peut être répondue de l'extérieur. Elle ne peut être répondue que par les Burkinabés eux-mêmes, par leur capacité à maintenir ouverts des espaces de dialogue, par la volonté du gouvernement d'expliquer plutôt que seulement d'imposer, par la capacité de la société civile, des institutions religieuses, des voix indépendantes à continuer à s'exprimer. Ce n'est pas une mission impossible. Même dans des contextes de guerre, des sociétés ont su maintenir des espaces de délibération. Des gouvernements sous pression extrême ont su expliquer leurs décisions plutôt que de les noyer dans le silence. C'est difficile, c'est parfois contre-intuitif. Mais c'est possible, et surtout, c'est nécessaire. Parce que le jour où la critique disparaît complètement, ce n'est pas la révolution qui gagne, c'est l'arbitraire qui s'installe. Et l'arbitraire, dans un pays en guerre, n'est pas un luxe qu'on peut se permettre. C'est un poison lent qui ronge de l'intérieur exactement ce qu'on prétend défendre. Voilà les outils que je voulais te donner. Premier outil, distingue les faits vérifiés de l'interprétation. Les faits, Kindo a été arrêté, un faux document a circulé, le procureur l'a démenti, la loi règle des bâtiments et non la prière. L'interprétation. Pourquoi, par qui, avec quelles intentions? Les faits ne changent pas. L'interprétation peut légitimement varier. Deuxième outil. Identifie qui bénéficie de ta réaction. Avant de partager, avant de commenter, avant de te mettre en colère, pose-toi cette question. La réponse ne t'empêchera pas de réagir. Mais elle changera peut-être la façon dont tu réagis. Troisième outil. Maintiens la distinction entre critiquer une décision et critiquer un projet. On peut penser que l'arrestation de Kindo a été mal gérée sans penser que la révolution burkinabé est mauvaise. On peut penser que Traoré a commis une erreur dans ce dossier sans effacer tout le reste de son action. Ces distinctions ne sont pas de la faiblesse intellectuelle, c'est de la rigueur. Quatrième outil, méfie-toi de la vitesse. Le vrai et le faux voyagent à des vitesses très différentes sur les réseaux sociaux. Le faux court parce qu'il est conçu pour courir. La vérité marche parce qu'elle prend le temps de se vérifier. Si quelque chose circule très vite, si tout le monde partage en même temps, si les émotions s'emballent collectivement, c'est précisément le moment de ralentir. Pas d'ignorer, ralentir. Cinquième outil, accepte la complexité comme une force, pas comme une faiblesse. Les gens qui te présentent des récits absolument simples, les bons contre les méchants, les héros contre les traîtres, la révolution contre l'empire, ces gens-là t'offrent du confort. Mais ils te préparent aussi à être manipulés. Parce que le monde réel, le monde où les décisions se prennent, le monde où les conséquences s'accumulent, ce monde-là est toujours plus complexe. Et la complexité n'est pas une raison de ne pas choisir. À un moment, il faut choisir. Soutenir ou ne pas soutenir. S'engager ou ne pas s'engager. Mais ce choix doit être éclairé, il doit être fait en connaissance de cause, avec les yeux ouverts. Pas dans la panique, pas dans la rage, pas dans la fausse urgence créée par quelqu'un qui a quelque chose à gagner de ton déséquilibre. Voilà l'essentiel. Et maintenant, je veux revenir à cette image qui restera longtemps dans ma tête. Un homme est déclaré mort. La ville s'enflamme. Et l'homme regarde peut-être tout ça depuis une cellule ou un bureau,
en vie, en bonne santé, sans savoir encore exactement ce qu'on lui reproche officiellement. Dans cette image, il y a tout. La vulnérabilité des sociétés connectées, la puissance de la peur collective, la fragilité de la vérité dans un espace où le mensonge a une longueur d'avance, la résilience aussi de ceux qui ont choisi le calme dans le feu. Et surtout, dans cette image, il y a une question que tu dois garder avec toi, pas seulement pour le Burkina, pour partout, pour toujours. Est-ce que je réagis à ce qui est réel ou à ce que quelqu'un veut me faire croire qui est réel? C'est peut-être la question la plus importante de notre époque. Pas parce que la vérité n'existe pas, elle existe, mais parce qu'elle est de plus en plus difficile à trouver dans un monde où des acteurs très sophistiqués, avec des moyens très importants, ont intérêt à te faire confondre les deux. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. C'est un laboratoire. Ce qui s'y essaie aujourd'hui, en termes de manipulation de l'information, en termes d'opérations d'influence, en termes de tentatives de déstabilisation, sera utilisé ailleurs demain, dans ton pays, dans ta ville, dans ta communauté. Se former à la pensée critique n'est pas un luxe intellectuel, c'est une nécessité de survie politique. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. Ensemble, vidéo après vidéo, analyse après analyse, en mettant l'Afrique au centre, en refusant la simplicité paresseuse, en assumant que tu mérites mieux qu'un récit préconstruit, parce que tu mérites mieux, et parce que le continent mérite mieux. La révolution burkinabé repose sur son peuple, c'est sa force et sa limite. Sa force parce qu'un peuple qui s'est véritablement levé est presque impossible à arrêter. Sa limite parce qu'un peuple qu'on divise de l'intérieur, par la peur, par la méfiance, par les clivages religieux activés au bon moment, est un peuple qu'on peut affaiblir sans tirer une seule balle. C'est le vrai front de cette guerre. Pas les champs de bataille du Sahel, pas les drones, pas les convois militaires. Le vrai front, c'est dans les esprits. C'est dans la capacité d'un peuple à rester uni face à ceux qui cherchent à le diviser.